Il est né avec des skis aux pieds, normal pour un garçon qui a grandi à la base des Feignes et qui a vu sa station de ski ouvrir en 1972, là-haut, juste en face de chez lui. Directeur de l'école de ski de 1992 à 2008, Jean-Pierre Antoine est aussi un passionné d'histoire. Il vous présente ce soir un nouveau livret des Racines Bressaudes, exclusivement dédié à l'histoire du ski. Ce livret, vous allez pouvoir le retrouver à la fin de ce 20h04, puisque comme d'habitude, on va ouvrir les portes de la deuxième salle et vous offrir le verre de l'amitié. Donc vous pourrez acquérir ce livret au prix de 12 € à la sortie du 20h04 et pourquoi pas discuter avec Jean-Pierre. Voilà, donc je vous demande de l'applaudir, Jean-Pierre Antoine. Chantal, bonsoir. L'histoire du ski à la Bresse est une aventure collective où tout est minutieusement préparé. Ça concerne essentiellement l'école de ski, le ski club, bien sûr, les équipements, les divers équipements, le ski loisir, et bien sûr les stations. Tout a commencé en 1902 avec les premiers skis fabriqués par Louis Bougel, Bressot bien sûr. L'activité se développant, en 1907, quelques pratiquants ont décidé de créer la première structure, donc le ski club de la Bressaude. À l'époque, donc, le ski était essentiellement du ski de fond ou du saut. Les compétitions, les entraînements se passaient soit sur ce qu'on appelle les anciens Bressauds, qu'on appelle le pré du concours, ou aux écorces. La première compétition a eu lieu en 1911. Précisément sur ce prix du concours là. Et en 1913, une compétition internationale a eu lieu à Gérardmer et des Bressauds s'y sont rendus, bien sûr, en ski. Les compétitions ont eu lieu aussi, si on reconnaît les écorces, aux écorces ou à Bologne. En 1928, la première délégation Bressaude s'est rendue au championnat de France à Chamonix. Elle était conduite par Paul Albert-Claude, qui était un dirigeant assidu du ski club. Ce tremplin aux écorces a été créé en 1943. Il permettait des sauts d'une trentaine de mètres. Notre petit tremplin a été aménagé dans la vallée du Chajou et en 1952, René Poirot a obtenu le premier titre de champion de France, il était junior en ski de fond. Premier titre donc qui a été suivi par une longue liste, puisque actuellement il y a au ski club 188 titres de champion de France. En 1956, Jean-Marie Remy, qui était alors trésorier du syndicat d'initiative, a contacté ses collègues hôteliers ou commerçants pour acheter un fil-neige qui a été installé aux écorces. S'en est suivi l'année suivante, en 1957, la création de l'école de ski. Puis en 1958, le premier championnat de France a eu lieu en ski de fond et en saut, donc le ski de fond dans la vallée de Bologne, avec départ et arrivée aux écorces à l'emplacement actuel de la graniterie Petit-Jean. Et le ski de saut, bien sûr, au tremplin d'entre les gouttes qui avait été construit quelques années auparavant. Le petit fil-neige des écorces s'est vite révélé un petit peu trop facile pour la plupart des pratiquants.
il a fallu trouver un autre site, et donc c'est Super Valley qui a été créé avec deux téléskis, un petit téléski et un plus grand, de façon à pouvoir avoir un ski un petit peu plus sportif. Ce tremplin du Chajou, un tremplin plastique qui a été construit en 1967. Une petite anecdote à propos de ce tremplin. Paul Leduc, qui était un sauteur confirmé, lors d'un entraînement, au moment de prendre son envol, là, au bout du tremplin, là, il a perdu ses deux skis, et puis il a continué quand même, forcément. Il a atterri 20 mètres plus loin, sur ses deux pieds, et il a terminé sa course en glissant tout le long de la piste de réception, et sans la moindre chute. Comme au Popol. En 1963 aussi, un téléski a été installé au Séchy. Il faisait suite à un fil neige que Michel et Léon Curien avaient déjà installé sur ce site quelques années auparavant. Il desservait une petite piste rouge là, sans grande difficulté. Mais Super Valley, il y avait des limites aussi, il n'y avait pas de possibilité d'extension, pas moyen de mettre de nouvelles remontées mécaniques. Donc il a fallu trouver un autre site. Et Jean-Marie Remy, donc il a prospecté du côté au fond de la vallée de Vologne, là. Donc à Vologne et au Chitelet, pour de nouveau créer une station. Le premier téléski a fonctionné en Noël 65 sur ce site. Ça a tout de suite rencontré beaucoup de succès, il y a eu tout de suite beaucoup de monde, et ça a nécessité bien sûr la construction d'un bâtiment pour pouvoir recevoir tous les services que nécessite une station de ski, c'est-à-dire la location, les caisses, le poste de secours, et puis évidemment une grande salle de restaurant. Ce slalom a été inauguré en 1969. En 1974, une compétition internationale de biathlon a eu lieu sur le site de la Ténine. Le stade de biathlon, bien sûr, n'existait pas à l'époque. Donc, le pas de tir était installé sur le bord du lac de la Ténine, et puis les cibles, vous voyez, elles étaient en face sur l'autre versant. C'était à l'époque une compétition donc avec des tirs au fusil à balles réelles. Hein. Ça rigolait pas, là. Hein. 74. Dans ces années-là, d'autres stations ont vu le jour. Le Brabant, par exemple. L'ISPA, qui a fait suite donc au Séchy. La base des Feignes. Et à partir de 1970, les décennies 70, 80, 90 ont été riches en événements de toute nature, là, à propos de ski. Ici, on est à Vologne, donc avec les premiers télésièges, d'autres pistes et d'autres montées mécaniques ont été aménagées sur tout le secteur, principalement plus tard sur le massif d'Artimont, avec particulièrement le stade de slalom. Tout au long de ces décennies-là, beaucoup d'autres pistes donc, ont été créées. Les enneigeurs ont fait leur apparition. On les appelait au début des canots à neige, maintenant on les appelle des enneigeurs. Donc les enneigeurs ont été répartis sur les pistes. Ça a nécessité la création d'une usine à neige.
Dans ces 3 décennies aussi ont eu lieu des grandes compétitions nationales et internationales. Ici, c'est la Coupe du Monde de ski de fond en 1981. D'autres Coupes du Monde ont suivi. Également des compétitions internationales en biathlon et puis des concours internationaux aussi de saut sur le tremplin d'Entre-les-Gouttes. Sur les pistes de ski de fond, au début des années 70, donc il a fallu damer les pistes de fond. C'était le tout début aussi des machines qui damaient, qui faisaient les traces. À l'époque, il ne s'agissait que de ski pas alternatif, donc avec 2 traces parallèles. Donc ça a commencé dans le secteur de l'Athénée, et puis petit à petit, ça s'est développé plus haut vers l'ISPA, le Tour des Roches. Et au début des années 80, le pas de patineur a fait son apparition, ce qui a nécessité l'élargissement des pistes avec de nouvelles machines aussi. Et donc, il a fallu construire aussi des ponts, des tunnels, des bâtiments pour stocker le matériel et les machines. Voilà, ici on est à l'ISPA, au Champy, donc qui est un magnifique site pour la pratique du ski de fond avec une jolie vue sur les crêtes. Toujours durant ces décennies de 70 à 80-90, nos skieurs, nos compétiteurs se sont bien comportés dans toutes les compétitions nationales et internationales, un petit peu partout à travers le monde, que ce soit en ski de fond, en biathlon ou sur les divers tremplins. Ils ont participé à toutes les grandes manifestations, compétitions, les championnats du monde, les Jeux olympiques, à l'image de Véronique Claudel, donc, qui est notre première championne olympique en 1992 aux Jeux d'Albertville, qui a gagné donc le relais avec ses collègues. Le tremplin de l'ISPA a fait suite au tremplin on va peut-être passer, parce que plus tard là, le ski alpin aussi, de grandes compétitions ont eu lieu en ski alpin à la station de La Bressonnec, en particulier en 1989, où une Coupe d'Europe a été organisée au pied levé. Elle était prévue à Val Thorens, et puis Val Thorens, il n'y avait pas de neige, et rendez-vous compte, pas de neige à Val Thorens, la plus haute station de France, et il y avait de la neige à la Bresse. La première nocturne, ski en nocturne a vu le jour, la première nocturne a vu le jour, voilà. Donc, à la Bressonnec, et Jean-Marie Remy, qui n'est jamais à court d'idées, a décidé d'amener 300 mètres cubes de neige à Nancy. Ils ont été déversés sur la place Stanislas. Elles ont été étalées sur des petites rues adjacentes à cette place. Et les petits Nancéens ont pu s'initier au ski sous la conduite de moniteurs. Dans les années 2000 aussi, le tremplin d'Entre-les-Gouttes, qui avait vu le jour en 1953, la dernière compétition, le dernier concours a eu lieu en 2006, et il a dû être démoli quelque temps après parce qu'il ne correspondait plus aux nouvelles normes. Il a été remplacé par ce tremplin de l'ISPA, là, c'est un petit tremplin plastique, donc qui permet des sauts toute l'année. Il était question par un moment
de créer un véritable stade de saut, comme ça se fait dans beaucoup de pays ou de massifs. Ici, on est à Planica, à Slovénie, avec, vous voyez, à gauche, un grand tremplin de 250 mètres, plus 7 tremplins de différentes tailles. Le slalom, qui avait été construit en 1969, a été détruit en 2009, et de même que les bâtiments, les chalets de l'école de ski et du poste de secours. Et ils ont été remplacés par un autre bâtiment plus moderne et plus fonctionnel avec une cinquantaine d'appartements. L'année suivante, une autre tranche d'appartements a été construite, puis la crèche au pied des pistes. Puis la crèche au pied des pistes. Ici, on est en 2023 où le championnat de France des clubs a été organisé par le ski club local avec une belle victoire des féminines. En 2021, l'année du Covid, pas de possibilité de faire de ski, c'était interdit, malgré une neige plutôt abondante, sauf sur cette petite piste école de Vologne, où des tapis avaient été installés l'été précédent. Par contre, le ski avait été possible, le ski de fond était possible sur les pistes de l'ISPA, et là, il y avait une belle affluence. Il y a eu des hivers avec beaucoup de neige, des hivers avec moins de neige. En 70, par exemple, c'était un hiver très bien enneigé et surtout très long, puisque les remontées mécaniques ont fermé au mois de mai. En 1999, les pistes de fond de l'ISPA ont été ouvertes 133 jours. En 2006, qui était un hiver assez bien enneigé aussi, au mois de mars 2006, on a relevé 3,20 m de neige à la Rouge-Feuille, sur les pistes de fond. Voilà, vous voyez, durant toutes ces 50, 75 ans même, beaucoup de choses se sont passées sur les diverses pistes de la Bresse. La Bresse est maintenant devenue une véritable station de sport d'hiver. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça va devenir? Moi, je fais partie de... Il y aura toujours de la neige, hein, le ski n'est pas mort à la Bresse. Hein. Moi, je fais partie des gens qui y croient encore. Et il y a 2 projets qui sont en cours. Donc, sur le site de la Ténine, un stade nordique avec, bien sûr, une piste de ski roue, là, qui permettrait aux jeunes de s'entraîner à toute sécurité. Et également, sur les pistes de ski alpin, des enneigeurs sont prévus sur le stade de slalom, parce que c'est nécessaire aussi, si on veut que les jeunes puissent s'entraîner. Vous savez, en slalom, il faut quand même suffisamment de neige pour pouvoir planter des piquets. Et là, ces enneigeurs sur le stade de slalom sont vraiment devenus indispensables. Il faut savoir qu'au ski club à la Bresse, il y a 250 licenciés, dont quand même pas mal de compétiteurs, que ce soit en ski de fond, ou en ski alpin, ou dans les disciplines nordiques. Tout ce récit a été tiré du numéro 11 des Racines Bressot, Chantal vous en a parlé, qui vient de paraître, et donc qui va être en vente ici, voilà. L'histoire du ski à la Bresse de 1902 à nos jours. Alors je me pose une question, moi qui baigne dans le ski depuis ma plus tendre enfance.
me pose une question que je soumets à votre réflexion. Que serait la Bresse sans le ski? Voilà, je vous laisse réfléchir et je vous remercie. Je vais me permettre une question un peu indiscrète. Quel âge as-tu? 78. Plus combien? Alors, c'est juste pour vous dire que bon, quand on est moniteur de ski depuis autant d'années, et parce que 78 c'est mon année de naissance. Quand on est moniteur de ski depuis autant d'années, on croit être un vieux moniteur de ski. Mais je suis désolé, il y a plus vieux comme moniteur de ski ici, hein. Allez, tu peux venir. Je pense qu'on peut difficilement avoir plus vieux que celui qui va venir sur la scène. Voilà, parce que c'est l'invité inattendu de ce soir. Mais bon, le problème c'est que c'est un Géromois. Et rassurez-vous, il a quand même quelques racines bressonnes. Comment on a fait ce soir? On a passé Grosse-Pierre. Ouais. Dans la neige, non, il pleuvait. On doutait un peu, on ne savait pas. Oui. On vient quand même toujours, quand l'emploi du temps le permet, on vient toujours à la Bresse. Et j'ai eu longtemps skié à la Bresse. Et j'avais des bons copains à la Bresse. Gabicurien. J'ai vraiment été bon copain avec Gabicurien dans le temps. Et puis bien sûr, Charles Binot. Je le faisais enrager, Charles Binot. C'est pas moi, hein. Charles Binot, je le faisais enrager parce que une fois, on avait un rendez-vous à 23 avec les Sœurs Leduc où on préparait la saison en début d'hiver. Et puis, il flottait comme vache qui pisse. Et puis, j'avais dit à Charles, je prendrais, il avait encore son magasin en face d'ici presque. Et j'arrive, et moi j'étais en pull dans la voiture. J'arrive en courant, je dis, Charles, j'en reviens pas, on a fait un grand soleil à Gérardmer. Ciel bleu. Et voilà qui tombe des cordes ici. Tu peux pas me prêter un anorak? Mais oui. Le bon cœur, Charles. Il n'avait pas compris que c'était une blague, quoi. Pour faire marcher un Bresson, qu'est-ce qu'on ferait pas? Voilà. Bah merci en tout cas, Claude. Juste... Je pense que... Reste encore un petit peu, Claude. Juste, je pense que vous avez tous un peu entendu parler du fait que Claude fête ses 90 ans en ce moment. Voilà. Effectivement, il a été moniteur de ski et il continue officiellement à l'être. Je voudrais bien qu'il y ait de la neige. Mais Claude nous confiait récemment dans une petite vidéo que le problème le plus difficile à son âge avancé, c'était la mémoire. Oui, parce que physiquement, moi je ne prends pas de médicaments, j'ai pas d'appareil auditif, j'ai pas d'appareil dentaire, j'ai pas de lunettes, je ne prends qu'un médicament. Mon médicament c'est la scène. Et puis le sport, comme l'a dit tout à l'heure notre cycliste. Ça vraiment, le sport c'est important. Je conseille à tous les anciens de ne pas s'endormir devant la télévision. Je m'endors un peu des fois aussi quand même. Mais le soir, mais dans la journée, bougez, faites quelque chose, marchez. Marcher, c'est le sport le plus simple. Il suffit d'avoir des chaussures, puis s'il pleut, un chapeau et puis une pèlerine ou je sais pas quoi. Donc ça c'est important. Mais le problème, à 90 ans, sur scène, je me force. Puis Lily me botte les fesses aussi, mon épouse. Parce que la mémoire, ça c'est vachement difficile. Il faut rabâcher. Donc faites des mots croisés, faites des je sais quoi, lisez pour entretenir votre mémoire de manière qu'elle ne vous lâche pas. Parce que c'est un organe aussi, hein, non. C'est comme tout, c'est un muscle le cerveau. Donc il faut le faire travailler aussi. Voilà, bon, j'ai pas plus de conseils à donner, mais c'est quand même. Vous verrez quand vous aurez 90 ans. Mais, vieillir, c'est bien. Vieillir parce que c'est encore la seule façon d'être en vie. Merci Claude. Alors je parlais de la mémoire parce que je pense qu'il y en a un, on ne peut vraiment pas douter de sa mémoire. Hein. Franchement, félicitations parce que ta prestation avec les dates, tout ça, c'était impressionnant. Je pense qu'on peut encore l'applaudir. Merci beaucoup.